Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce LinkedIn Live. Je suis Mélanie Marcel, la fondatrice de Socience, et tous les mois, nous traitons un sujet en lien avec la recherche, l'innovation et sa valorisation pour essayer d'avoir un maximum d'impact social ou environnemental. Évidemment, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre et à vous inscrire au prochain live. Il y en a un tous les mois, et soit on traite d'un sujet en profondeur, un peu en mode formation, soit nous avons un invité et on peut directement discuter avec lui et également vous directement lui poser des questions en live. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir en invité Erwan Panier, qui est le fondateur de Spark Clean Tech, et que vous avez peut-être entendu parler de cette entreprise puisque elle a récemment gagné le concours d'innovation de BPI France, et ça a fait un peu de bruit. Alors Erwan, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter Spark Clean Tech et puis son histoire? Eh ben oui, carrément, je peux. Merci Mélanie de m'avoir invité. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir parler de ces questions-là. Je pense que c'est important, et puis aussi que si ça peut inspirer d'autres gens à amener des technos vers l'impact, c'est très bien. Donc moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait une thèse ensuite dans le but d'aller développer des technologies à impact. Et aujourd'hui, je suis le président et le directeur technique de Spark Clean Tech, qui produit de l'hydrogène décarboné en alternative aux technologies existantes. Donc, je vais vous parler un petit peu déjà de Spark, de l'hydrogène, et puis moi de mon parcours, et puis on aura l'occasion ensuite de discuter un petit peu plus, Mélanie. Donc, l'hydrogène, contexte quand même, on entend beaucoup parler, mais c'est un gaz qui aujourd'hui est produit de manière assez très polluante, en émettant beaucoup de CO2 et en oxydant du gaz. Et la seule alternative, qui est l'électrolyse de l'eau, est extrêmement gourmande en électricité. Le chiffre que je reporte souvent, c'est que pour répondre à la consommation française actuelle d'hydrogène, il faudrait 11 gigawatts, donc autant de centrales nucléaires. Donc on est sur un problème extrêmement technologique. Et en fait, à Spark, on développe une troisième voie qui est qui s'appelle la pyrolyse de méthane ou de biométhane, et qui permet d'être à la fois décarboné, pas d'émissions de CO2, et 4 fois moins d'électricité que l'électrolyse. Et donc pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, au départ, il y a tout un parcours que moi j'ai initié en 2014. À ce moment-là, je suis sorti d'école d'ingénieur avec l'envie de travailler sur des questions de transition énergétique, mais de changer des choses dans la profondeur, la manière dont on produit aujourd'hui. Et je ne me vois pas faire ça de manière incrémentale dans des structures existantes. J'ai besoin d'aller chercher des choses réellement nouvelles, donc ce qu'on va appeler aujourd'hui des technologies de rupture, et ça se développe dans les laboratoires. Donc je fais une thèse pour monter en compétence sur une technologie qui a l'air prometteuse, qui est aujourd'hui le cœur de ce qu'on fait à Spark, et qui me prend de 2015 à 2019, donc là avec un sujet qui est réellement des fondamentaux scientifiques, comprendre est-ce qu'on peut casser ces molécules, est-ce qu'on peut produire de l'hydrogène ou d'autres molécules d'intérêt. La réponse est partiellement oui, partiellement non. On trouve une bonne voie, on trouve des choses qui ne marchent pas. C'est aussi de la recherche, donc on a l'obligation de comprendre, mais aussi le droit d'explorer différentes voies. Et puis en 2019, à la fin de ma thèse, et ben, finalement, on a quelque chose qui semble assez prometteur. Et c'est à ce moment-là un on qui est singulier, hein, c'est moi, euh, qui est prometteur, mais donc il va falloir développer et passer à l'échelle et aller pour vraiment lui donner un impact. Et dans ce cas-là, pour ce faire, je fais le choix non pas de continuer dans la recherche, mais réellement de créer une structure, donc une boîte, une start-up qui aujourd'hui est Spark Clean Tech, pour aller porter cette technologie en dehors des laboratoires, passer à l'échelle, prototype labo, puis prototype industriel, puis pilote industriel, associer les gens, grandir. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, Mélanie, on vient de gagner un concours important qui est le concours iLab de la BPI, qui va nous permettre de passer à la nouvelle étape qui est notre pilote industriel. Voilà. Super.
Merci beaucoup. Alors c'est intéressant, j'ai noté là dans ce que tu venais de dire qu'il y avait, enfin finalement tu t'es dit au moment où tu as voulu avoir des impacts, tu t'es dit: «Bah, je vais créer une structure, autre, je vais pas rester que dans la recherche, je vais créer une entreprise». Nous chez Socience, on échange beaucoup avec, un certain nombre de chercheurs, et parfois on tombe sur l'idée que, heu, quand on fait une recherche, finalement, si on veut qu'elle ait des applications réelles dans la société, qu'elle ait un impact social ou environnemental, avec une application très concrète, on va faire, quelque part de la moins belle science, de la recherche qui sera du coup pas fondamentale et il y a une sorte d'opposition entre, maximiser son impact ou maximiser la qualité de sa recherche. Et je sais que quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais venue visiter, vos labos, c'est que toi, il semblait que tu avais un contre-exemple, à ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en détail, de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que finalement chercher un impact maximal vous pousse à faire, une recherche qui est poussée, en fait? Euh, en un mot, le but d'une startup et d'une entreprise, c'est effectivement pas d'aller comprendre. Donc, euh, il y a très souvent, le but, c'est d'avoir l'impact, d'avoir des choses qui marchent. Donc, effectivement, parfois, on doit mettre la recherche de côté. Il se trouve que nous, c'est pas du tout le cas. C'est même complètement l'inverse. Et je pense qu'on fait quelque part plus de science, ou en tout cas des choses intellectuellement plus stimulantes depuis 2-3 ans qu'on est sur Spark en tant qu'entreprise par rapport à avant en tant que labo. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on est vraiment sur une problématique très complexe euh, et que si on veut la pousser, eh ben, il faut aller, faut comprendre et rassembler énormément de domaines différents. Un exemple, donc nous, on produit de l'hydrogène. Comment est-ce qu'on produit de l'hydrogène? On casse une molécule de méthane ou de biométhane en hydrogène d'un côté et carbone solide. Le méthane, c'est CH4, ça fait 2H2 et un carbone. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Parce que comme ça, on a du carbone solide en sortie qu'on va pouvoir remettre sous terre et exploiter l'hydrogène. Donc ça, c'est l'intérêt d'Impact, c'est le but de la startup. Mais c'est également extrêmement complexe parce qu'il va falloir gérer des produits solides, des poudres qui vont se déposer partout dans des réacteurs, qui vont se former avec des phénomènes de nucléation, de croissance, qui aujourd'hui sont encore très mal comprises. Et étonnamment, en fait, ce qu'on fait la plupart, enfin certains de nos concurrents, c'est qu'ils ont, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des vrais verrous, ils ont plutôt choisi de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas aller créer ce carbone solide-là et de s'arrêter à des étapes précédentes de la réaction. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour eux de gérer, mais ils n'ont pas à gérer du carbone solide. Mais du coup, ils n'ont pas du tout l'impact réel carbone négatif qu'on va pouvoir avoir dans Spark. Et en fait, nous, parce que c'est ça le moteur, d'avoir cet impact et d'aller au bout de la réaction, eh ben, on n'a pas le droit d'arrêter, de prendre un chemin plus court qui serait peut-être plus facile à mettre en œuvre. C'est également ce que demandent finalement les gens avec qui on travaille et nos clients. Et donc, on doit rentrer dans toute la difficulté scientifique de ces questions de nucléation et de croissance, par exemple. C'est un exemple où, parce qu'on veut aller au bout, ben, on doit explorer les questions les plus difficiles. Oui et finalement, enfin, vous devez non seulement explorer les questions les plus difficiles, mais quelque part, ça peut aussi avoir un impact sur, enfin, sur l'ensemble de la boîte, parce que aussi sur le business model, sur, enfin, le fait de pas aller vers cette solution la plus simple, ça vous pose un certain nombre, bah, de questions. Enfin, c'est toute la boîte qui est impactée, j'imagine? Oui, absolument. Ça fait aussi qu'on doit rester dans un écosystème scientifique, qu'on s'associe à des laboratoires, qu'on va chercher des gens qui ont de la compétence spécifique sur ces questions-là, qu'on nous pose beaucoup plus de questions aussi sur ces questions de carbone solide. Mais c'est tout l'enjeu et on est aligné entre ce qu'on attend de nous, ce que nous on a envie de faire, ce pourquoi on va vendre des produits. Et derrière, il se trouve que ça fit avec des questions scientifiques d'intérêt aussi.
Super. Et du coup, bah, tu as parlé de ce que vous recherchez, de l'impact, enfin, vers lequel, vous tendez. Comment est-ce que vous l'avez qualifié dans la boîte? Est-ce que vous avez écrit, ce qu'on appelle le pathway to impact ou votre stratégie, de changement? Tu vois, un peu comme on écrit son business model. À chaque fois qu'on est un entrepreneur, on est censé écrire son business model, c'est ce que demandent les investisseurs et cetera. Est-ce que pour la partie impact, vous avez aussi un document de référence ou alors une manière de le présenter même à vos employés ou à vos investisseurs? Alors la réponse est non, heu et hem et on va devoir le faire, parce que là, on est à une genèse d'un projet aujourd'hui dans Spark, c'est, une dizaine de personnes, qui travaillent, vraiment sur le sujet. Donc on est tous là pour les mêmes raisons et quelque part cet impact, il est, il est latent, enfin, tout le monde sait qu'il est là. Les gens qui ont financé, les gens qui sont venus pour cette raison et puis même, les industriels et les clients avec qui on travaille. Mais l'enjeu, c'est bien de pérenniser ça ensuite dans une boîte qui va grossir, qui va passer de, une dizaine à une centaine de personnes et c'est ce qu'on souhaite à la fin. Mais il y aura des gens qui vont venir pour d'autres raisons également et tant mieux. Enfin, on va pas fédérer toute une société entière vers, une seule problématique, d'impact. Donc c'est bien qu'il y ait une diversité d'envies, mais il faut que l'ADN de la boîte reste et donc dans ce cas-là, ça veut dire, ça veut dire l'écrire en fait, ça veut dire, le mettre, sur, à l'accueil, mais aussi moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que ça, c'est de l'inclure statutairement dans, l'ADN réel des statuts de la boîte que, on est là pour des problématiques d'impact et que par exemple, le jour tant que tout se passe bien, ça va, mais le jour où il y a des questions difficiles entre, prendre un projet qu'on sait ne pas être nécessairement complètement vertueux ou alors arrêter un projet vertueux parce qu'il est, parce qu'on n'a plus les moyens de le financer ou quelle quelle que soit la raison, et ben, il faudra à ce moment-là avoir, quelque chose sur lequel, se reposer pour, embarquer l'ensemble des gens de l'équipe, des investisseurs, et des clients et ça veut dire, l'écrire, le dire, systématiquement. Donc on le fait pas, mais on va le faire. Super. C'est bien que tu parles des statuts parce que je peux rappeler aux personnes qui nous écoutent que le LinkedIn Live du mois passé, c'était sur, les startups deep tech et à impact et leur, potentiel statut et on avait, 2, entrepreneurs qui sont venus nous parler de l'entreprise à mission et qui nous sont venus nous parler du label ESUS. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez, visionner le replay de ce live. Et d'ailleurs, j'en profite de ma petite interruption pour dire que si vous voulez poser des questions à Erwan, vous pouvez tout de suite les mettre dans le chat. On les prendra à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à poster en commentaire du live et on posera ces questions-là. Mais si vous en avez au fil de l'eau, n'hésitez pas à les noter. Du coup, une question, justement par rapport au soutien que vous avez, reçu, et aux différents concours, aux différentes, peut-être, incubateurs dans lesquels, vous avez pu être ou des choses comme ça. Dans l'auditoire, on a beaucoup d'étudiants qui sont, en école d'ingénieur qui vont aller chercher ce type de soutien s'ils ont des idées pour aller créer leur entreprise. On a aussi des opérateurs même qui soutiennent l'innovation, donc dans des incubateurs, des chargés de valorisation, voire des personnes qui s'occupent des financements de l'innovation. Et du coup, une question qu'on se pose souvent dans ces lives, c'est de comment est-ce que ces métiers évoluent par rapport aux enjeux de la transition? Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à vraiment aider et soutenir, des entreprises à impact? Heu et est-ce que toi, tu as vu ça dans ton propre, cas? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu penses qu'il faudrait, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut faire, des formations pour les chargés de valo et faire évoluer ces métiers? Est-ce qu'il faut modifier les critères de financement? Voilà, est-ce que tu peux rentrer un peu dans comment toi tu as vécu, ce lien au soutien de l'innovation quand on fait vraiment, de l'impact et qu'on cherche l'impact? Heu, Nous, on est complètement dès le départ dans une dynamique d'impact. C'est la jeunesse, c'est la techno, mais c'est même, ce que je porte. Sauf qu'on a une technologie qui peut être utilisée de manière vertueuse ou qui peut
aussi être utilisé pour craquer d'autres gaz et à la fin produire juste être utilisé de manière beaucoup plus polluante. Et donc, on est vraiment au cœur de la croisée de technologies et comment est-ce qu'elle est utilisée. Et on a besoin, pour rester l'intra-ADN, d'être challengé sur l'impact. Et en fait, aujourd'hui, moi, je trouve, et dans l'histoire de Spark, que on a rencontré des structures qui nous ont poussés parce qu'on avait un projet vertueux. On a été accompagné on a été financé Spark toute la phase de développement et de début de sortie du laboratoire par une SAT, la SAT de Paris-Saclay. Ensuite, maintenant, on vient de gagner donc iLab, qui est la BPI derrière. Et donc, toutes ces dimensions-là, la dimension impact, aujourd'hui, elle est affichée. Elle est affichée, on va rentrer dans certaines grilles, on doit le justifier dans les appels à projets. Maintenant, je trouve que ça va pas assez loin, dans le sens où je suis plus challengé, et dans Spark, on est plus challengé par l'équipe en interne et par les investisseurs et clients avec qui on va travailler que par ces financeurs et tout l'écosystème aujourd'hui de développement. Et je vais prendre un exemple très, très concret, c'est que ce qu'on fait, c'est de produire de l'hydrogène décarboné à partir de méthane, biométhane. Donc littéralement, on décarbone le gaz naturel ou le biométhane, donc on enlève le carbone du méthane. Ce qui veut dire que dans un certain sens, on va pérenniser les usages du gaz, et y compris du gaz fossile. Si tu me donnes du gaz fossile, je peux le décarboner et donc en faire un vecteur de la transition énergétique, ce qui est très bien, parce qu'on est vraiment, il n'y a pas d'émission de CO2 dans notre process, sauf que on utilise du gaz, on continue à le produire, du coup, si on regarde l'ensemble juste le procédé Spark, il est extrêmement vertueux, mais si on regarde toute la chaîne, un scope 3, ben, on va continuer à faire il va être produit, ce gaz-là, il va être transporté. Tout ça, ça fait des fuites. Et les fuites de méthane, c'est extrêmement polluant. C'est 80 fois pire que le CO2 à 20 ans. Donc aujourd'hui, on a une responsabilité dans Spark de pérenniser un usage du gaz et des fuites qui sont avec. Et en fait, tout le bilan carbone, il vient du cycle de vie du procédé, il vient de ça, qui est un petit peu en dehors du scope. Et on n'a jamais jusque-là réellement été, nous, challengés là-dessus. On n'a jamais eu à prouver que l'ensemble du cycle était réellement vertueux, ce qui, je pense, est dommage et devrait être fait et mis en avant par cet écosystème-là. Parce que de l'autre côté investissement privé ou côté client, en fait, on nous le demande. Et je trouve qu'on est dans une situation où là, on est un peu plus en avance en termes d'ambition et d'enjeux de transition énergétique sur l'investissement privé et sur nos clients qu'on a pu l'être par cet écosystème de financement. Et donc eux, ils vont nous dire, oui, les fuites de méthane, est-ce que vous pouvez garantir que vous avez très peu de fuites via les fournisseurs par lesquels vous passez, voire on travaille avec des industriels qui aujourd'hui sont eux extrêmement concernés par cette question-là et font tout en sorte pour qu'il n'y ait pas de fuite, ce qui est très bien. Donc on est dans une situation où le privé est finalement un petit peu en avance, donc je trouve que on pourrait doubler les efforts, les critères d'impact et voir mettre des grilles réelles, des certifications et refuser des projets qui aujourd'hui garantissent pas, vont pas respecter nos ambitions écologiques de demain, parce que c'est aussi la mission de ces organismes-là, publics ou semi-publics, que de prévoir la société de demain. On n'est pas là pour jouer à l'économie, on est réellement sur des projets extrêmement ambitieux qui vont changer la manière dont on construit, on consomme, on produit aujourd'hui. Donc, il faut le faire, d'autant plus que le privé le demande.
Ouais, finalement, c'est une chance que vous ayez eu, enfin, qu'il y ait ce côté privé qui est la demande qui tire parce que, alors c'est quelque chose qu'on dit souvent chez Socience, mais c'est vrai que, du côté, des critères publics, il faut encore accélérer. Et d'ailleurs, j'invite, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui travaillent sur ces sujets-là, à prendre contact avec nous parce qu'on est en train de créer un groupe de travail au sein du mouvement Impact France, sur les critères de financement de l'innovation à impact. Et donc vraiment, comme le disait Erwan, essayer d'avoir des grilles, voire des certifications, mais qui soient un peu plus, heu, comment dire? Remplies, fournies, que ce qu'on a, aujourd'hui et que les acteurs publics, qui aident à l'innovation, pourraient utiliser. Hem, alors on a pas mal parlé de science et de technique, et je vais te poser une question un peu plus, peut-être philosophique, mais quand on navigue dans ces milieux, il y a beaucoup de différentes positions, on va dire, et positionnements sur ces sujets. Tu as d'un côté, l'extrême techno, solutionniste qui pense qu'effectivement c'est la science et c'est la technique qui va nous permettre, de répondre à tous nos enjeux, sociaux et environnementaux, d'aujourd'hui. D'ailleurs, en général, ils considèrent surtout les enjeux environnementaux, pas trop les enjeux, sociaux. Tu as, de l'autre côté de l'extrême, une certaine partie aussi, des personnes qui considèrent que finalement les avancées scientifiques, viennent toujours avec leur lot de problématiques et que finalement, essayer de toujours repousser des solutions du côté technique, c'est que des écrans de fumée et qu'on va devoir régler d'autres problèmes à l'avenir, qui viennent de nos solutions, actuelles. Et puis entre les 2, ça c'est plutôt, la position, de Socience, il y a le côté finalement on sait très bien que la science et la technique ne résoudra pas tout, et que les avancées techniques par contre peuvent faire partie de la solution. Alors chez Socience avec la particularité qu'on considère surtout que c'est la manière dont on va les faire et les créer qui va changer, ce qu'on va mettre effectivement sur le marché. Mais du coup, je voulais avoir un peu, toi, ton point de vue sur ces questions parce que tu es un praticien, enfin, au jour le jour, voilà, tu es dans ton labo, tu es avec tes équipes, et tu essayes de faire avancer les choses. Est-ce que des fois tu doutes que ce soit, le bon chemin? Comment toi tu vis justement, ces tensions-là, en étant au cœur du sujet, quoi? Je pense qu'il y a plusieurs piliers et qu'il faut s'appuyer sur tous les piliers, sinon on tombe, globalement. Il faut être équilibré. Moi, j'en vois trois. Le, le premier, c'est ce que tu appelles la technique, donc le développement de technologies ou d'idées, en fait. Bref, la recherche au départ, qui va nous permettre d'inventer demain, dès aujourd'hui. Le deuxième, c'est comment on passe ça à l'échelle. Et ça, c'est important. Et parce que enfin, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un impact maximal. On n'est pas, et en tout cas, ce qui nous porte à Spark et ce qui moi me porte personnellement, c'est pas de vivre en marge, d'avoir une petite solution très vertueuse et localisée. Non, c'est vraiment d'impacter l'ensemble de la société, soit directement, soit indirectement. Donc passer à l'échelle, bah ça c'est l'industrie, ça veut dire mettre les mains dans le cambouis, ça veut dire faire grossir des choses et des choses qui grossissent et très vite très sales, des micro-pollutions, des micro-problèmes, ça devient des méga-pollutions et des méga-problèmes. Euh, tout devient voilà, beaucoup plus gris à ce stade-là et c'est surtout ce moment-là où il ne faut pas renoncer et quand même avancer, sinon on va nulle part. Et en même temps, le troisième pilier, c'est que faut toujours avoir en tête le contexte dans lequel cette technologie qui est passée l'échelle va être déployée à la fin. Sinon, on peut avoir un effet complètement contre-productif. Je prends un exemple. Euh, moi, je viens d'un labo au départ qui travaille sur des questions de pollution dans la combustion, et en particulier pour les avions. Ça fait 40-45 ans qu'on travaille à rendre les avions moins polluants. Et en fait, ça marche très bien. Il y a des labos extrêmement brillants et des groupes de recherche extrêmement brillants qui ont
travaillé sur ces sujets-là, qui ont rendu des avions, enfin, qui ont diminué les émissions de NOx ou le CO2 en optimisant les moteurs par plusieurs facteurs. Et résultat, aujourd'hui, le secteur aérien pollue beaucoup plus qu'il y a 40 ans. Pourquoi? Parce que en réduisant la consommation, en fait, on a juste permis à plus d'avions de voler. Donc, il y a plus de gens qui peuvent voyager aujourd'hui par avion à même coût écologique équivalent, ce qui était peut-être, si c'était l'objectif recherché au départ, très bien. Mais si l'objectif c'était de juste réduire les émissions, ça c'est raté. Et en fait, ça c'est très important pour de le garder en tête pour des projets technologiques comme toutes les startups deep tech. C'est que on peut, au début on a une idée, on la voit se déployer dans un contexte et on part dedans. Et puis on peut très vite oublier de regarder comment évolue le contexte et puis s'enfermer dans une sorte de bonne conscience et de bonne morale qu'on est en train de développer la bonne technologie, mais qui en fait va être utilisée de manière complètement opposée. Et on ne peut pas tout faire individuellement, mais c'est extrêmement important de au moins rester au contact de ce qui se passe sur la partie contexte. Et la partie contexte, ça veut dire c'est quoi mon environnement réglementaire, c'est quoi les lois, les contraintes, les normes qui sont en train d'être déployées. C'est aussi de choisir à un moment ses clients avec qui on travaille, savoir comment, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire de la technologie. Ça veut dire garder un certain contrôle au moins un premier temps pour ne pas oublier ça. Et du coup, moi, je l'ai fait, j'ai fait un pas de côté un temps en 2018-19, ce qui était avant la fin de ma thèse, quand je développais avec un axe purement technologique et vraiment en ingénieur cliché ou en chercheur cliché qui va regarder que les aspects technologiques, en oubliant tout l'aspect contexte. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais dans une impasse parce que je pouvais reproduire ces problèmes, l'exemple des avions et les effets rebonds associés, c'est le terme consacré. Et donc j'ai fait ce pas de côté pour m'intéresser à ces questions réglementaires, sociales aussi, comment on déploie une technologie. Et nécessairement, faut qu'il y ait une acceptation aussi sociétale, faut qu'il y a des enjeux derrière. Et sur des questions d'énergie, aujourd'hui, elles sont clés. Enfin, on est en pleine crise énergétique, l'impact social et sociétal, il est partout. Les choix technologiques qu'on fait, ils vont avoir des conséquences pendant longtemps. Déployer ou pas une économie de l'hydrogène, ça a aussi des conséquences à long terme. Donc j'ai fait ce pas de côté-là en allant m'aventurer dans la partie comment on transforme l'existant et la société dans le cadre d'un projet qui s'appelle Printemps écologique, qui en fait a formalisé sous la forme d'un syndicat des actions, des mobilisations de salariés qui voulaient transformer les entreprises, donc en se confrontant non pas juste aux contraintes technologiques comme moi j'avais pu le faire avant, mais réellement de contexte, de normes, de règles, de comptabilité parfois. Voilà. Et je pense que c'est extrêmement important, surtout si on a ce passif un peu technique d'ingénieur ou de chercheur, de faire un pas et de voir ce qui se passe à côté, au risque de développer pendant 30 ans des choses qui seront utilisées à l'inverse de ce qu'on avait voulu au départ. Mais du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que, enfin, presque finalement, aujourd'hui, l'innovateur technologique, on va dire, ou le six-preneur, devrait avoir, en tout cas s'il est à la recherche d'impact, il devrait avoir une vision, alors, on va dire politique de ces questions-là, et peut-être même une vision de société en fait, parce que une technologie n'est pas dans un vide social, mais elle est en fait articulée à tout un tas de choses qui vont être des réglementations, des imaginaires, etc. Non seulement il doit le faire, mais en plus, il doit mettre en place le cadre qui fait que il reste aligné sur sa mission au bout de, enfin,
au bout du développement de la technologie. Et ça c'est vraiment important. C'est un petit peu ce qui se passe dans les entreprises à mission dont tu parlais avant. Ça veut dire faut quand même imaginer dès le départ que plus le projet va avancer, plus la boîte va grossir, plus la technologie va être déployée, bah, plus vite on peut facilement oublier tous ces enjeux d'impact au départ. Et donc ça veut dire mettre en place dès le départ des sortes de contre-pouvoirs internes qui permettent de rester aligné sur ces questions-là. Ça peut être un conseil de surveillance, de gens un peu indépendants qui vont s'assurer qu'on a toujours en tête les bonnes questions. Ça n'exige pas un travail continu et permanent, mais c'est important d'avoir ces moments-là en fait de réflexion parce que développer une technologie, je disais tout à l'heure, on est sur des projets à impact, à énormément d'ambition. Donc ça veut dire qu'on peut changer, mais ça vient avec une responsabilité derrière de changer dans le bon sens et de constamment se questionner. Et c'est tu me posais cette question-là tout à l'heure, comment est-ce que ça se traduit au quotidien? Ça veut dire que au quotidien, on ne met pas sous tapis les grandes questions type quel est l'impact des fuites de méthane. Et si un jour, dans un projet comme Spark, on nous prouve qu'on ne pourra pas garantir moins de 3 à 5 de fuite de méthane sur une chaîne globale, eh bien stop, on arrêtera ce projet-là, clairement, parce que c'est pas la bonne voie et que l'énergie elle est mieux investie ailleurs. Pour l'instant, on est plutôt très confiant là-dessus, c'est plutôt 1%, donc on continue. Mais voilà, le risque c'est de rester s'enfermer dans un moule. C'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, ça rejoint beaucoup, Innovaya le mois dernier qui nous disait en fait, quand on est entrepreneur, social, faut tout le temps se poser, des questions, se remettre en question, et s'assurer qu'on suit l'impact. Et une autre chose que tu dis et qui me fait beaucoup penser à l'entrepreneuriat social, c'est le côté, en fait, c'est pas la survie du projet le plus important, mais c'est la survie de son impact. Donc si on sait que ça a de l'impact, on continue. Si on pense que l'impact, en fait, est négatif ou délétère et ben, on arrêtera, les projets, quoi. Ensuite, comme un point, c'est que il n'y a rien qui est rose. Enfin, on est sur des projets qui passent à l'échelle, c'est gris, ce que je disais tout à l'heure, c'est industriel. Et donc, faut aussi avancer. Et c'est ce petit barreau-là qu'il faut mettre en place et qu'il faut arriver à trouver, quoi. Voilà. Et ça veut aussi dire qu'il y a des moments où on va se planter, car un projet va, enfin, ouais, peut dévier de la trajectoire d'impact qu'il voulait. Ça, hein, c'est pas grave, on a le droit. Par contre, ce qu'on doit faire absolument, c'est dès lors qu'on se rend compte qu'on dévie de cette trajectoire, on a la responsabilité de rechanger. Et ça vient avec, c'est pas de la contrainte en fait. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous, les gens viennent nous voir, que les gens veulent venir travailler pour Spark, voire même dès l'entretien, euh, posent des questions en ce sens-là. Euh, D'où vient votre méthane? Qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle considération? Enfin, il y a une vraie, il y a, il y a un vrai engagement derrière. Et c'est ça qui fait la force aussi de tous ces projets à impact. Et donc, perdre cet ADN-là, ça serait complètement, ça serait tuer le projet. Super, merci. Alors je vous promets en général qu'on vous garde que entre 30 et 45 minutes, donc on va passer, à la phase de questions. Comme d'habitude, vous pouvez les écrire en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas, si vous regardez le replay, à poser quand même vos questions, sur le commentaire parce que, moi je m'engage à répondre à toutes les personnes, qui auront posé une question, donc voilà. C'est même si c'est le replay, ce n'est pas trop tard pour poser une question. Et le temps que peut-être vous écriviez, vos questions, j'en vais en poser une première à Erwan qui est, alors on a souvent des étudiants, plutôt en école d'ingénieur qui nous écoutent. Hem,
est-ce que toi, tu aurais un conseil à leur donner s'ils sont attirés par, l'impact, de comment faire, quoi faire? Et notamment, il y a peut-être aussi des étudiants qui sont dans des disciplines où ils se disent ou alors des sujets de recherche tellement précis qu'ils se disent, «Ça peut pas avoir d'impact», et donc voilà. Comment est-ce que toi tu qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces jeunes-là? 2 choses. La 1re, c'est, faites de la science absolument, ou en tout cas, ça veut pas dire, faire une thèse nécessairement ou devenir chercheur, mais ça veut dire, hem, être logique, rationnel, chercher de la donnée, heu et pour comprendre vraiment et creuser les problèmes. Parce que, on vit, une époque de bouleversement, énergétique, par exemple, où, il y a beaucoup de marqueurs qui ont plus aucun sens. Enfin, le marqueur prix aujourd'hui dans le monde de l'énergie, il veut rien dire. Les prix, ils ont fait, fois 4 à fois 10. Donc derrière, ce qui reste, c'est, des vraies données et des flux physiques, des, et ça, faut le creuser. Donc ça veut dire, si on veut faire de l'impact, il faut, derrière avoir de la donnée, faire de la science. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que je dirais par rapport à, j'ai pas l'impression que ce que je fais puisse avoir d'impact. Hem, Ça pour moi, ce que ça évoque, c'est, que j'ai envie de porter, un projet et je sais pas trop où il va. Alors qu'en fait, j'aurais plutôt tendance à dire: «Pensez à l'envers, considérez le problème». C'est quoi le problème que vous voulez sur lequel vous voulez travailler? Vous allez bosser, 7 jours, enfin 5 jours à 7 jours par semaine, pendant, 40 ans, devant vous. Heu, Où est-ce que vous voulez mettre cette énergie-là? Sur quel problème? Et ensuite, une fois que vous avez le problème, et ben, on peut se poser très naturellement: «OK, quel est le meilleur moyen de l'attaquer?» Et ensuite, je fais le meilleur moyen, et si ce que j'avais envisagé au départ, c'était pas ça qui avait le plus d'impact, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à côté qui aura plus d'impact. Il faut faire ça. Faut maximum d'impact avec le moins d'énergie possible. Et ça veut pas dire qu'on pourra tout régler, hein, mais il y a, des dizaines de millions de gens motivés et intelligents, qui, veulent bosser sur ces questions-là. Ben à force, à faire de la différenciation et de l'impact. Top, merci. Je prends une question du public, du coup, c'est Mathieu, Landel. Merci pour cette question. Est-il fréquent que des startups à impact obtiennent les US? Alors je peux peut-être, y répondre. Erwan, si tu veux dire un mot, hésite pas. Ça dépend ce qu'on entend par, start-up à impact. Alors les US, en général, les personnes qui le demandent, c'est effectivement, des startups qui se considèrent à impact ou qui, en tout cas, essayent d'avoir, de l'impact. Par contre, il y a très peu de startups, techniques, qui considèrent les US et qui connaissent même ces statuts. En fait, c'est ça aujourd'hui que moi je déplore un petit peu, c'est qu'en général, il y a un partitionnement entre, soit je suis une entreprise qui veut faire de l'impact, mais du coup, je suis plutôt une entreprise, classique, sociale et solidaire, qui va être sur des objets qui sont très peu techniques, où il y a pas beaucoup de recherche, par exemple. Soit, je suis une entreprise, une start-up deep tech, très intensive, en recherche, mais du coup, la considération autour de l'impact va être en général assez en surface, et c'est assez rare, en fait, d'avoir des start-up comme celle d'Erwan où, non seulement il y a un process scientifique qui est quand même, enfin voilà, qui est poussé, mais la réflexion sur l'impact ne s'arrête pas, à la surface, quoi. Il y a vraiment une réflexion qui est extrêmement poussée, également, et du coup, de ce que j'entendais, d'Erwan aussi, qui va être mise sur le papier, voire une réflexion, sur les statuts. Enfin voilà, donc ça peut aller très loin, quoi. Tu veux réagir, Erwan, ou? Je n'ai rien de plus à dire. Super. Hem, alors pour l'instant, je vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous en avez à nouveau, n'hésitez pas à les poser, même si vous êtes en replay, on les prendra.
Et du coup, pour clore ce live, je vais dire merci à Erwan et je vais lui poser une dernière question qui est qu'est-ce que c'est la suite pour Spark Clean Tech? Quels sont là les gros projets que vous avez ou les grandes prochaines choses que vous voulez défricher? Et si tu as une demande ou un message à faire passer à l'audience, n'hésite pas, c'est le moment. Aujourd'hui, on a développé cette techno-là. On a 2 proto-labos qui fonctionnent. Et donc maintenant, on fait du passage à l'échelle. Ça veut dire qu'on s'engage pour 1 an et demi d'aller déployer sur un site un vrai pilote industriel. Donc avec toutes ces contraintes d'enjeux, d'impact et d'impact sur des choses plus grosses. Et donc maintenant et dès maintenant, on cherche à la fois des gens pour accompagner, pour rejoindre ce projet-là. C'est une équipe qui grossit. Et aussi des partenaires pour déployer après ce premier pilote, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, donc de production d'hydrogène. Voilà. Dans le même temps, je suis aussi très intéressé par tous ces enjeux de pérenniser et de rendre statutaire, par exemple, l'impact dans une boîte comme Spark. Et donc, si vous êtes aussi entrepreneur ou vous avez développé ça ou vu développer ça dans votre boîte, eh ben, ça m'intéresse d'en discuter. Je vais te mettre en contact avec Sublime Énergie qu'on avait sur le précédent live. Oh, que je connais déjà. C'est une belle référence. Ah C'est excellent. Excellent. Super, merci beaucoup, merci à tous pour votre présence. Merci Erwan, évidemment. Je vous dis à bientôt pour... Ah On a une deuxième question. Je la prends quand même, parce qu'on a la chance d'avoir Erwan. Comment trouver des startups à impact qui recrutent et faut-il se tourner vers certains incubateurs? Là, du coup, je te laisse peut-être répondre. Il y a... En fait, je ne saurais pas dire exactement comment. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de projets de ces startups à impact qui viennent de la sphère deep tech. Et donc là, un bon endroit pour aller regarder, c'est voir les sites de l'écosystème deep tech, donc aller voir des sites de SAT, les projets de la BPI, regarder au hasard qui a gagné le concours iLab à l'été dernier, et puis qui étaient les lauréats. Il y a une centaine de boîtes qui portent des projets dont beaucoup ont un très bel impact. Donc je pense qu'il faut faire ça. Ensuite, je sais qu'il y a aussi des salons et un petit peu dédiés. Je pense aussi qu'il ne doit pas y avoir nécessairement une dichotomie entre boîte à impact et boîte hors impact, et que c'est peut-être encore plus important d'aller dans des structures déjà créées qui ne sont pas créées sur un ADN d'impact et d'impulser des notions d'impact à l'intérieur. Mais il faut qu'il y ait un bon fit et qu'il y ait une équipe qui soit prête à changer un petit peu à l'intérieur. Ouais, faut faire. C'est une super remarque parce que je pense que c'est important de. Enfin, comme tu disais, faut marcher sur toutes nos jambes et sur tous les piliers. C'est hyper important d'aller dans des boîtes qui sont un peu impact native, comme on dit, donc qui se sont vraiment créées sur ça, mais aussi de faire changer d'autres entreprises. Par contre, faut pas se cramer sur ces entreprises-là. Et effectivement, faut s'assurer qu'il y a une vraie volonté de changer, parce que ça peut être très demandant, très vite. Et voilà, c'est des sujets qui sont complexes. Mais c'est très, très bien d'aller s'engager dans des entreprises qui sont pas forcément tournées vers l'impact au début, et d'aller changer. Super. Du coup, cette fois, c'est vraiment la fin. Merci beaucoup, Erwan, pour ta présence. Et puis, je vous invite à nous rejoindre pour une prochaine fois. Merci, Erwan. À bientôt. Merci beaucoup.